La vitesse de réaction, la partie 2 en chimie 5e secondaire, c'est la fin de ce chapitre. Nous allons voir la théorie des collisions dans un premier temps. Nous en avons déjà parlé. C'est un peu un rappel. Alors, on se souvient que la théorie des collisions, elle permet d'expliquer la vitesse de réaction à l'échelle des particules. Dans une collision élastique, donc il y a deux types de collisions. Il y a les collisions élastiques, celles qu'on qualifie d'inefficaces. Elles ne permettent pas aux réactifs de former des produits. Les particules de réactifs se heurtent les unes aux autres, mais il n'y a aucune réaction. L'autre type de collision, une collision qui est efficace, alors les particules des réactifs vont se frapper, vont se heurter et ils vont former des produits. Alors, pour qu'il y ait des collisions efficaces, il faut que les particules puissent avoir assez d'énergie pour pouvoir se transformer en produit. En fait, pourquoi nous voyons la théorie des collisions? C'est parce que les différents facteurs que nous avons vus en laboratoire en lien avec la vitesse de réaction vont s'expliquer à l'aide de la théorie des collisions. Alors, c'est la logique, c'est la vision globale qu'il faut garder. Donc, on va analyser à l'aide des collisions, de la théorie des collisions. Alors, pour qu'une collision, en passant le document, vous pouvez le numéroter, donc les pages 1 à 8. Donc, pour qu'une collision entre les particules de réactifs soit efficace, elle doit répondre à deux critères. Alors, les particules de réactifs doivent présenter une orientation. Donc, les particules doivent être, au niveau des réactifs, très bien orientées. Les particules de réactifs doivent avoir aussi assez d'énergie qui va être supérieure ou égale, rappelez-vous, à l'énergie d'activation lorsque nous avons étudié les diagrammes énergétiques. Alors, les conditions pour avoir une collision qui est efficace, frapper avec la bonne orientation et la bonne quantité d'énergie. C'est un peu comme, on peut faire l'analogie avec le billard. Donc, il ne suffit pas de frapper des boules de billard, il suffit de les frapper avec la bonne énergie, mais aussi avec la bonne orientation si on veut avoir comme résultat que la boule puisse aller dans le trou. Un exemple ici avec l'oxyde d'azote et le trioxyde d'azote. Ce sont nos deux réactifs pour former le dioxyde d'azote. Alors ici, voyez-vous, toutes les réactions sont élastiques. Pourquoi? Nous n'avons pas ici la bonne orientation. Donc, dans ce cas-ci, ici aussi, on n'a pas la bonne orientation. Même ici, c'est l'oxyde d'azote qui n'est pas bien orienté. Alors qu'ici, en dernier lieu, nous avons vraiment une bonne orientation et en plus une bonne énergie. À ce moment-là, il peut avoir formation de produits. À la page suivante, un rappel concernant le mécanisme d'une réaction. Nous l'avons abordé déjà. On avait vu ce mécanisme-là lors de la loi de Hess. On avait vu que mécanisme de réaction, nous avions plusieurs réactions intermédiaires qui nous donnaient, lorsqu'on les additionnait, la réaction globale. Ces mécanismes de réaction-là ne se font pas tous, donc ces réactions-là intermédiaires ne se font pas toutes à la même vitesse. Et nous avions dit que la réaction qui déterminait la vitesse de la réaction globale, c'était la réaction qui était la plus lente. Alors, l'étape dont le niveau d'énergie du complexe activé est le plus élevé, aussi dans un diagramme énergétique, nous avions vu que c'était, si on avait plusieurs complexes activés, le complexe activé qui était le plus élevé, qui correspondait finalement à l'étape la plus lente. Donc, l'étape, c'est elle qui va déterminer, cette étape-là, la plus lente, c'est elle qui va déterminer la vitesse de la réaction globale. Nous l'illustrons ici sur le diagramme énergétique. Alors, nous avons ici plusieurs complexes activés, plusieurs énergies d'activation, mais je vais les prendre par rapport aux réactifs ici. Alors, on remarque que pour le deuxième complexe activé, si on part des réactifs, ça nous donne ceci comme énergie d'activation. On peut observer que l'énergie d'activation ici, donc si on prend ceci, et la troisième ici, une autre énergie d'activation,
et la dernière, une autre énergie d'activation. Donc, c'est illustré. On peut voir très bien que l'énergie d'activation de la réaction ici de la troisième, hein, donc vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est la troisième ici, le troisième mécanisme. Donc, c'est l'énergie d'activation qui est la plus élevée. Donc, c'est cette étape-là ici qui va déterminer la vitesse de la réaction globale. Ici, nous avons une petite énergie d'activation. Donc, si on regarde le diagramme énergétique, la première et la dernière se font à la même vitesse. Celle qui est la deuxième, c'est une vitesse moyenne et la troisième, c'est une vitesse qui est très lente. La première et la dernière se font à la même vitesse, mais avec une vitesse qui est assez rapide. La deuxième, une vitesse qui est moyenne et la troisième qui est une vitesse lente. À ce moment-là, on dira quoi de cette troisième réaction-là? C'est l'étape déterminante. L'étape déterminante de la vitesse. Oups. Donc, c'est l'étape déterminante. C'est elle qui va déterminer, en fait, si la réaction se fait rapidement ou lentement. Donc, c'est l'étape déterminante. Nous allons retenir que l'étape déterminante de la réaction, c'est toujours la plus lente. Donc, l'étape déterminante, c'est toujours la plus lente. L'analogie que nous avions fait en classe, je la rappelle. Alors, supposons que nous avons une réaction avec 3 étapes. Première étape, lever des feuilles, un paquet de feuilles. La deuxième étape de cette réaction-là, c'est de placer en ordre, donc les feuilles, là, en ordre alphabétique. Et la troisième étape, c'est de brocher le paquet de feuilles. Alors, on peut voir que c'est l'étape numéro 2 qui est la plus lente. Donc, c'est elle qui va déterminer la vitesse avec laquelle va se faire globalement ces 3 étapes. Alors, c'était l'analogie que nous avions fait en classe. Par la suite, toujours sur la feuille 2, les facteurs. Voyons les facteurs, ils ont été vus en laboratoire, qui influencent la vitesse de réaction. De quelle façon ils vont s'analyser, ces facteurs-là? Je l'ai mentionné tantôt, principalement à l'aide de la théorie des collisions. Alors, il faut toujours avoir ça en tête. Les différents facteurs sont au nombre de 5. Il faut les retenir parce que le dernier chapitre que nous allons voir en chimie portera sur l'équilibre chimique. Nous aurons des facteurs qui vont influencer l'équilibre chimique, qui vont être sensiblement les mêmes que ceux qui influencent la vitesse de réaction. Mais ça va être assez mêlant si vous n'assimilez pas cette matière-là, si vous n'apprenez pas par cœur ceux qui influencent la vitesse de réaction. Alors, la nature, on parle de la sorte. En laboratoire, vous aviez du méthanol avec de la paraffine, on les faisait brûler et on a vu que le méthanol brûlait beaucoup plus rapidement. En fait, la nature, on va le voir tantôt plus en détail, on va l'expliquer plus en détail, ça dépend de 2 autres sous-facteurs. Alors, vous avez aussi la surface de contact. En laboratoire, nous avions le magnésium et le ruban de magnésium avec l'acide qui réagissent avec l'acide. Nous avions la concentration des réactifs. Nous avions 6 systèmes, 3 avec des concentrations élevées et 3 autres avec des concentrations moins élevées. Vous allez voir que la concentration des réactifs va être liée avec la loi des vitesses. Ça, ce n'est pas un autre facteur, c'est qu'on lie la concentration des réactifs avec la loi des vitesses. Un avant-dernier facteur que nous avons vu, la température du milieu. On a vu que la réaction se faisait très rapidement lorsque la température de nos 2 solutions était élevée. Et nous avons vu en dernier lieu l'action d'un catalyseur sur la vitesse de réaction. Encore là, en laboratoire, la réaction s'est faite très rapidement par l'ajout d'un catalyseur. Bien entendu, les catalyseurs, on peut en avoir des positifs, on peut en avoir des négatifs. Nous allons en reparler dans quelques minutes. Alors, ce sont les facteurs à retenir par cœur. Nature, surface de contact, concentration des réactifs, température et catalyseur. Ensuite, reprenons chacun de ces facteurs-là. Donc, je le mentionnais tantôt, la nature, c'est la sorte. Nous avions en laboratoire la paraffine, la cire qui brûlait.
et nous avions le méthanol, un alcool qui brûlait dans le brûleur. Alors, je vous ai dit qu'on tenait compte de deux aspects pour la nature des réactifs. En fait, la phase dans laquelle on les retrouve, solide, liquide, gazeux, aqueux, et ainsi que le nombre de liaisons qu'on avait déjà abordées antérieurement. Donc, ça va influencer, donc dépendamment de la nature des réactifs que nous avons, ça va influencer la vitesse de réaction. Montrons un exemple. Alors, l'exemple ici qui fait appel au nombre de liaisons, toujours avec la nature. Alors, j'ai deux hydrocarbures qui contiennent du carbone et de l'hydrogène. J'ai ici le méthane que nous connaissons et ici la paraffine, la cire. Alors, le nombre de liaisons, pas besoin de vous dessiner, je pense que la molécule de méthane est relativement simple. Pas besoin de la représenter par rapport à la grosse molécule de paraffine. Celle-là, elle a beaucoup de chaînes de carbone et d'hydrogène. Elle est donc beaucoup plus difficile à briser. Donc, c'est beaucoup plus difficile de briser. Bien entendu, ce qui brûle, c'est la paraffine. Donc, elle commence à l'état solide, mais elle va fondre sous l'action de la chaleur et ensuite, elle va se vaporiser et elle va prendre feu. Alors, vous avez deux hydrocarbures, mais qui ne possèdent pas le même nombre de liens. Alors, pour la combustion de l'hydrocarbure méthane, on pourra dire que ça va être une vitesse de combustion qui va être élevée. Par contre, pour l'hydrocarbure qui est la paraffine, la vitesse de combustion sera lente. Ce que vous aviez en laboratoire, c'était le méthanol. Le méthanol qui était par rapport à la paraffine, qui était aussi représentée par pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de liaisons à briser, un peu comme notre méthane. J'ai omis en passant d'équilibrer les équations pour qu'on puisse voir plus simplement là, les liaisons. Donc, vous pouvez vous amuser à les équilibrer, là, mais je n'ai pas équilibré, c'était les liaisons qui nous intéressaient. Alors, on peut voir que le méthanol, par rapport à la paraffine, il y avait aussi moins de liaisons à briser. La page suivante, il y a aussi la phase, l'état en fait. Donc, l'état, lorsque vous avez l'état qui est solide, on se souvient, l'état qui est solide, vous avez une forte attraction qui est pas une, vous avez une forme qui est cristalline. Donc, des particules à l'état solide qui sont très, très, très rapprochées. Nous avons un mouvement de vibration. Encore là, c'est difficile lors d'une réaction, lorsque nous avons des états solides, de briser ces liaisons-là pour en faire des produits. Par contre, plus nous avançons, donc l'état solide, il va être plus lent si on fait une réaction avec des solides. L'état liquide va aller un petit peu plus rapidement parce que, rappelez-vous, nous avons des interstices entre les particules qui sont plus grands. Donc, les particules sont plus éloignées. À l'état gazeux, c'est encore plus rapide. Et à l'état aqueux, c'est ce qu'il y a de plus rapide, puisque nous avons les ions positifs et les ions négatifs qui sont répartis uniformément dans une solution. L'eau applique très peu d'attraction sur ces ions-là, ce qui fait qu'il y a une grande force d'attraction lorsqu'un ion, par exemple, positif rencontre un ion négatif. Alors, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Montrons par un exemple. Ici, nous avons du calcium sous forme d'ion à l'état aqueux. Donc, il faut focusser sur les états du côté des réactifs. Ici, j'ai un liquide, donc l'octane qui est liquide, et j'ai un état gazeux. Alors ici, l'état liquide va faire en sorte que la réaction va être plus lente et la réaction ici va être plus élevée. À cause justement de l'état qui était ici sous forme ionique. Donc, les ions positifs sont répartis avec les ions négatifs uniformément dans le solvant et il va y avoir une forte attraction. Donc, ça se fait rapidement, la formation de notre précipité dans ce type de réaction-là, par exemple. Et au niveau de l'état liquide, c'est plus difficile de briser justement les liaisons pour former les produits. Alors, vous avez vu un exemple. Maintenant, allons dans le deuxième
facteurs qui influencent la vitesse de réaction, les surfaces de contact du réactif. En laboratoire, on avait le magnésium en ruban et le magnésium en petits morceaux. On peut faire l'analogie avec une bûche de bois. Donc, la bûche de bois, on peut l'avoir fendue ou non fendue. Donc, si je prends une bûche de bois non fendue, alors grande, c'est gros, il y a une seule surface de contact et la flamme a de l'action juste sur la bûche. Alors que si la bûche, elle est en petits copeaux, en petits morceaux, nous allons avoir l'action de la flamme sur plusieurs surfaces en même temps et ça augmente la vitesse de réaction. C'est ce qui s'est produit avec le magnésium en morceaux. Donc, lorsqu'un solide est divisé en particules plus fines, la surface de contact est plus grande. Donc, c'est de cette manière-là que nous analysons ce facteur-là. Juste avant, je reviens à, j'avais oublié de le mentionner, plus dans un contexte d'analyse, lorsque vous parlez de la nature, de la sorte, de la nature, de la sorte des réactifs, je m'excuse, là, je reviens ici, parlez en termes, lorsque vous faites l'analyse, parlez toujours en termes du nombre de liaisons ou de la phase avec laquelle vous retrouvez le réactif. Puis en passant, je reviens à ma petite paraffine, on peut la mettre solide ici. Tiens, et voilà. Alors, ça va être mieux pour votre analyse, pour votre laboratoire, par exemple. Alors, je reviens maintenant. La surface de contact, nous étions rendus ici. La surface de contact aussi, il faut être en mesure de l'expliquer. Elle s'explique avec le fait qu'il y a plus de petites particules, donc elles sont plus nombreuses. Et par exemple, dans le cas, nous avions du magnésium avec l'acide. Alors, imaginons que chaque petite particule, c'est du magnésium. L'acide pouvait avoir son action sur chacune des petites particules. Alors, lorsqu'un solide est divisé en particules plus fines, la surface de contact est plus grande et le nombre de collisions augmente, ce qui fait réagir les substances plus rapidement. Donc, plus de surface de contact, à ce moment-là, le nombre de collisions entre les réactifs augmente et par le fait même, la vitesse de réaction va augmenter. Alors ici, c'est un petit peu l'analogie, c'est un... admettons ici, on pourrait dire que c'était notre ruban de magnésium. En laboratoire, on avait utilisé le ruban de magnésium. Mais lorsqu'il est fragmenté en petits morceaux, alors en ruban, l'acide a de l'action sur seulement cette grosse surface-là, alors qu'en petits copeaux, l'acide va avoir de l'action sur chacune des petites particules. Alors, c'est ce qui fait que ça augmente la vitesse de réaction. Un autre facteur que nous avons vu, on est toujours sur la 3e page, c'est la concentration des réactifs. Elle a une influence sur la vitesse de réaction. Généralement, plus la concentration des réactifs est élevée, plus la vitesse va être aussi élevée. Il est possible d'exprimer quantitativement cette influence par une relation mathématique qu'on va appeler la loi des vitesses. Alors, nous allons trouver une nouvelle façon avec la loi des vitesses de trouver la vitesse. Rappelez-vous, il y avait nos premières façons que nous avons apprises au début du chapitre de la vitesse, c'était d'exprimer, par exemple, la vitesse en grammes par litre, ou bien pas en grammes par litre, mais en grammes par seconde, en grammes par minute, en mol par seconde, en mol par litre par seconde, etc. Donc, on nous donnait des quantités. En fait, c'était une vitesse où nous avions une quantité sur un temps. Avec la loi des vitesses, c'est pas ce que nous allons avoir. Alors, c'est un peu une petite formule parachute, c'est-à-dire que je ne vais pas vous la démontrer en long et en large, mais je vais juste vous expliquer un petit peu le principe. C'est tout simplement cette vitesse-là, cette loi-là, vient du fait que la concentration est proportionnelle lorsqu'elle augmente à la vitesse de réaction. Et nous avons fait une loi qui relie la concentration avec la vitesse. Vous allez voir dans quelques instants. Alors ici, vous avez un exemple. Vous pouvez tourner la page. C'est un exemple hypothétique. Donc, supposons que nous avons des particules A qui sont en noir, supposons, sur mon illustration, et les particules B qui sont colorées. Alors, on peut voir ici
des collisions, quelques-unes d'entre elles vont être efficaces pour former les produits. Donc, nous avons ici les collisions efficaces qui ont formé les produits. L'analogie que je faisais en classe avec la concentration, pensons à 300 filles, 300 garçons dans une pièce. Pensons au produit formé qui est le couple. Donc, les couples. Alors, au début, comme il y a une grande concentration, en fait, revenez ici, là, la concentration, vous pouvez la relier dans votre tête à quantité, en fait. Donc, lorsqu'il y a une grande quantité de filles au début et une grande quantité de garçons, ça va être relativement simple de former des couples. Mais au fur et à mesure que la réaction va s'effectuer dans le temps, il va y avoir une baisse de nos réactifs. Donc, on va avoir de moins en moins de filles célibataires, de moins en moins de garçons célibataires. Donc, ils devront plus se chercher dans le système et par le fait même, ça va prendre plus de temps à la réaction pour former des couples. Donc, on peut voir ici dans l'illustration qu'il y a encore des célibataires ici, autant dans le réactif A que dans le réactif B. Mais ils sont quand même à travers des produits qui sont déjà formés. Donc, la concentration va diminuer dans le temps et ça va faire en sorte aussi que la vitesse va diminuer. Si on ajoute des particules, donc si j'augmente la concentration, j'augmente la quantité de mon réactif B, supposons, dans ce système-là, donc j'augmente la quantité, je fais de même pour le réactif A. Alors, toujours, ce qui va se produire étant donné qu'il y a plus de particules, que la concentration a augmenté, on va l'expliquer avec la théorie des collisions. Alors, il y aura plus de risques de collision. Parmi ces collisions-là, il y aura donc plus de risques de collision efficaces et par le fait même, la formation des produits et ça va se faire aussi plus rapidement. Donc, c'est l'analyse qu'on peut faire lorsqu'on parle du facteur concentration. Alors, une augmentation de la concentration d'un réactif a pour effet d'augmenter le nombre de collisions. Par conséquent, ça augmente le nombre de collisions efficaces et ça augmente par le fait même la vitesse de la réaction. Alors, voyons maintenant la loi des vitesses. La loi des vitesses, c'est en lien avec la concentration des réactifs seulement. Donc, de réaction est la relation mathématique entre la vitesse de réaction et la concentration des réactifs. Alors, même si on vous donnait la concentration des produits, on ne va pas l'utiliser dans le calcul de la vitesse d'une réaction avec la loi des vitesses. Dans le cas d'une réaction élémentaire, cette loi dépend des coefficients. Vous allez voir qu'on tient compte des coefficients. Vous allez voir un exemple dans quelques minutes. Alors, juste retenir qu'elle vient du fait que la vitesse, elle est proportionnelle, ça c'est le symbole de proportionnalité, aux concentrations des réactifs. Alors, nous allons voir cette vitesse-là, de quelle manière elle s'exprime. Alors, voici une réaction hypothétique et voici comment on exprimerait la vitesse, la loi des vitesses. Alors, la vitesse serait égale à une constante qu'on va vous donner, fois la concentration, un petit rappel, hein? On le dit souvent, on le rappelle, on voit ça depuis 4e secondaire, mais il faut s'en souvenir. Les petits crochets veulent dire la concentration en mol par litre. Donc, lorsqu'on substitue dans cette formule des valeurs, ce sont des concentrations obligatoirement en mol par litre. Alors, vous allez retrouver une constante qui a été calculée préalablement en laboratoire ou sinon, on va vous la donner. Et vous avez la concentration des réactifs seulement qui est multipliée, mais attention, les coefficients ici qu'on retrouve devant chacun des réactifs devient l'exposant de la concentration. Alors, la vitesse, bien souvent, va être exprimée en mol sur des litres par seconde. En passant dans les examens ou dans les exercices, j'accepte de ne pas retrouver l'unité, parce que l'unité, souvent, elle peut être plus complexe que celle-là. Même chose pour la constante, lorsqu'on vous demande de l'isoler, vous n'êtes pas obligé de donner l'unité, on peut omettre l'unité, c'est les seuls cas où j'accepte qu'on omette, qu'on ne place pas l'unité à la fin de la réponse, même la réponse finale. Par contre, les concentrations, elles, sont toujours en mol par litre. Le petit a et le petit b sont les coefficients stoichiométriques. Allons voir comment ça fonctionne. Alors, je vous rappelle, je le répète,
Ce que nous avons vu au début du chapitre portant sur la vitesse, nous avons vu que les vitesses, on pouvait les calculer avec une quantité sur un temps. Alors là, vous avez une nouvelle façon de calculer la vitesse. C'est une constante avec la concentration des réactifs. Alors, faites attention, ça c'est global, c'est général. Alors, la loi des vitesses, ici j'ai une réaction, en fait c'est la synthèse de l'ammoniac. J'ai des coefficients ici, j'ai mes deux réactifs. Alors, de quelle façon elle va s'exprimer? Alors, elle va s'exprimer de la façon suivante. Une constante qu'on va vous donner, qui est multipliée par la concentration de chacun de mes réactifs. Et là, je regarde le coefficient devant le diazote. Il est de 1, donc c'est sous-entendu exposant 1. On n'est pas obligé de l'inscrire. Multiplié par la concentration en mol par litre de la quantité de dihydrogène, de la concentration du dihydrogène. Mais le dihydrogène, il y a un coefficient de 3, donc on place l'exposant, le coefficient en exposant. C'est tout simplement ça. Alors, il faut l'apprendre par cœur, la façon d'exprimer. Vous allez avoir des exercices qui vont vous faire pratiquer la loi des vitesses. Par la suite, ben là, on va vous donner soit les concentrations, hein, on va vous donner aussi la constante de la loi des vitesses et vous pourrez substituer et donner une réponse. Avant de pratiquer avec des réponses numériques, avec des questions numériques, pardon, juste un petit notez bien qui est très important, on ne considère jamais au niveau des réactifs, on ne prend jamais pour exprimer la loi des vitesses la phase solide ou l'état solide et l'état liquide. Pourquoi? Parce qu'ils ont des concentrations constantes. Donc, on ne peut pas parler, par exemple, d'un morceau de magnésium qui est à l'état solide, qui est plus ou moins concentré. On ne parle pas de ça. Alors, à ce moment-là, voici un exemple. Comment on va exprimer la vitesse? La vitesse sera exprimée de la façon suivante. Donc, on va omettre l'état solide et on va juste utiliser le réactif qui a un autre état autre que solide et liquide. Alors, la vitesse va être exprimée avec la constante K multipliée par la concentration de l'acide chlorhydrique qui est à l'état aqueux. Le coefficient devient l'exposant. Donc, on va laisser tomber, en fait, l'état solide devient comme un 1, il ne devient pas 0, là, bien entendu. Alors, c'est un exemple. Nous avons un exemple ici, mais qui est plus algébrique. L'exemple A, on dit à une température donnée, deux ions aqueux, A et B, se combinent, donc sont à l'état aqueux, on va pouvoir les utiliser, se combinent, donc ça veut dire que ce sont deux réactifs, avec une vitesse de réaction exprimée de la façon suivante. Nous avons la vitesse qui est donnée. Donc, ça nous dit le A, quel coefficient il avait dans l'équation, et le B, quel coefficient il avait. En même temps, ça nous dit l'état, donc l'état aqueux. Alors, on dit comment la vitesse varie-t-elle si on double la concentration des deux réactifs? Attention, il ne faut pas juste dire que la vitesse va doubler. Eh non. Pourquoi? Parce que nous avons les exposants ici. Il faut en tenir compte. Et on nous demande de l'exprimer par rapport à la vitesse V1. Alors, je vais répondre à cette question-là en deux temps. Je vais commencer par représenter lorsque vous avez l'expression dans la situation 1, on nous l'a donné. Dans la situation 1, la vitesse, elle est égale à K fois la concentration du réactif A, qui est au carré, multiplié par la concentration du réactif B, qui, lui, il est à exposant 3. Alors, si nous posons notre problème, supposons que la concentration, ce n'est pas des valeurs qu'on vous a données, mais supposons que la concentration en A, elle est égale à X mol par litre. Et que la concentration en B, elle est égale à Y mol par litre. Hein, c'est souvent difficile de ne pas avoir des valeurs, mais là, on pratique notre cerveau, on le module justement à travailler algébriquement. Alors, de quelle façon on exprimerait la vitesse dans cette situation-là? Eh bien, on l'exprimerait, on substitue, là, j'enlève les crochets parce que je vais substituer, je vais laisser tomber en même temps les unités. Donc, on aurait la concentration de X au carré multiplié par la concentration de Y au cube. J'ai juste substitué, c'est comme si c'était des valeurs là, que je t'allais placer à la place des concentrations. Alors, vous voyez que le V1 serait exprimé de la façon suivante. Je peux enlever mes parenthèses. Maintenant, on nous dit que la concentration de A va doubler. Alors, elle va devenir 2X. La concentration de B
elle va doubler aussi, elle va donc devenir 2y. On nous demande d'exprimer la vitesse selon la vitesse 1. Alors, nous allons substituer dans la formule. Alors, toujours, j'ai besoin de la concentration de A, la concentration de B, mais chacune de ces concentrations a doublé. Alors, je vais substituer. Attention ici, parenthèse, très important, parce que c'est pas juste le x qui est au carré, c'est le 2x qui est au carré. Même chose pour le y, c'est pas juste le y qui est au cube, c'est le 2 aussi. Alors, mathématiquement parlant, de quelle façon on résout ce problème? Alors, 2 à la 2, c'est 4. X à la 2, c'est x2. On peut enlever les parenthèses. 2 à la 3, c'est 8. Et y à la 3, c'est y3. On peut manipuler algébriquement, donc rendre ça un petit peu plus élégant. Vous avez que le 4 se multiplie avec le 8, ce qui donne 32. Donc, K fois 32 fois x2 fois y3. On peut mettre ça un petit peu plus élégant. Même chose, on peut mettre le 32 au début. Et voilà. Et je vais retrouver, vous allez voir, l'expression de ma vitesse V1. Regardez, V1, c'était quoi? C'était K fois x2 fois y3 à la 3. Alors, je peux exprimer V2 en disant que le fait d'avoir augmenté la concentration, en fait, doubler la concentration, eh bien, la vitesse, elle est multipliée maintenant par 32. Alors, ça a augmenté de beaucoup la vitesse de réaction. Un autre exemple, l'exemple B, vous avez deux gaz, donc l'état gazeuse, qui se combinent avec une vitesse de, nous avons la vitesse dans un contenant d'1 litre, maintenue à la température constante selon l'équation suivante. C'est la concentration de C, on nous donne les concentrations en mol par litre, et de D sont les suivantes. Quelle est la valeur de la constante? On veut calculer K. Alors, nous allons poser le problème. Nous avons la vitesse qui est donnée, qui est de 1,8 mol divisé par des litres qui sont multipliés par des secondes. Nous avons aussi la concentration de C qui est donnée, 0,50 mol par litre. Si les concentrations ne sont pas en mol par litre, vous devez les transformer en mol par litre. Vous allez voir, dans vos exercices, ça va arriver, cette situation-là. Alors, on nous demande de calculer la constante K, c'est normal, il y a juste ça qui n'est pas donné. Alors, nous allons poser notre problème. Vous aviez, dans l'énoncé de la question, la réaction qui était donnée. Hein? Elle est ici. Alors, on s'occupe juste des réactifs, c'est toujours une constante, multipliée par la concentration de chacun de nos réactifs, mais le coefficient devient l'exposant, et voilà. Ensuite, on peut isoler tout de suite le K. Donc, si vous voulez isoler le K, on divise par la concentration de C au carré et la concentration de D, des deux côtés. Alors, ce qui va nous donner la vitesse qui va être divisée par la concentration de C au carré, la concentration de D. On pourrait aussi substituer avant d'isoler. Vous pouvez faire comme vous voulez. Nous allons substituer maintenant. Je vais laisser tomber les unités parce que ça alourdit, surtout là, dans les vitesses de réaction, là, vraiment, là, ça alourdit. Alors, nous avons ceci et nous avons la concentration de D. Je l'ai mentionné tantôt, je n'ai pas besoin d'unité. Donc, pour la constante, on peut accepter, c'est acceptable. Et voilà, la constante nous donne 7,2. Un autre exemple, toujours avec la loi des vitesses. L'exemple C, on considère les deux gaz de l'exemple B. Donc, qu'advient-il de la vitesse de réaction si le volume du contenant dans lequel on a combiné ces deux gaz est diminué de moitié? Attention, ce sont des gaz. Les particules vont se retrouver dans un plus petit volume. Le nombre va être le même, mais à ce moment-là, concentration, hein, c'est des unités de volume. Hein? Le volume a diminué de moitié. Donc, la concentration, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va doubler. Elle va doubler la concentration. Donc, la concentration va doubler. Donc, elle double. Hein? Je l'explique. Au début, je fais juste une petite analogie. Supposons que vous avez 6 particules dans 2 litres. Mais si on compresse le tout, vous avez 6 particules dans 2 litres, concentration initiale, donc ça en fait 3 pour 1.
Si on comprime le tout et que ça fait 1 litre, donc le volume a diminué de moitié, la concentration est devenue 6 pour 1 litre. Alors qu'ici, la concentration, elle était de 3 pour 1 litre. Donc, voyez-vous, la concentration va doubler. C'est une façon indirecte de dire que la concentration va doubler. Alors, posons notre problème. À ce moment-là, nous allons avoir que on peut tout de suite substituer. Là, on va aller doubler. On va aller doubler. Donc, c'est la vitesse qui est égale à K fois la concentration de notre C qui est au carré, fois la concentration de D qui est au carré, qui n'est pas au carré, là, qui est à la 1. Alors ici, on peut substituer. Qu'est-ce qui va arriver à la vitesse? Donc, c'est dans la deuxième situation. On peut l'écrire V2. Alors, vous allez avoir, je substitue tout de suite, je laisse tomber les unités, que la concentration qu'on nous avait donnée, elle est doublée. OK? Donc, il faut mettre la parenthèse. Le 2 affecte aussi le fait qu'elle a doublé. Et la concentration du réactif D a aussi doublé. Il est à la 1. Alors, nous allons exprimer, en passant, c'est vrai, j'ai oublié de substituer, je m'en excuse, le cas, nous l'avons calculé. Donc, on peut tout de suite le substituer. 7,2 qui multiplie nos concentrations qui ont doublé. Et vous arrivez, c'est normal, à une augmentation de la vitesse. Vous pouvez encore là, je l'ai mentionné, vous pouvez laisser tomber les unités. Je n'enlèverai pas de points exceptionnellement pour la vitesse et la constante dans cette partie-là de matière. Mais vous pouvez l'écrire si vous voulez. Par contre, il y en a qui vont aller faire des traitements d'unités et vous allez voir, vous allez avoir des faussetés. Donc, vous êtes mieux peut-être de ne pas faire le traitement et de rien inscrire. Maintenant, l'avant-dernière, pas l'avant-dernière, mais la 6e page, nous avons la température du milieu. Rappelez-vous en laboratoire, lorsque nous avons effectué la réaction à la température de la pièce, la coloration de nos solutions, ça prenait un certain temps avant qu'elles disparaissent, mais lorsque nous avons chauffé nos 2 solutions, la coloration a disparu, donc le mélange est devenu incolore assez rapidement. Alors, nous allons l'expliquer encore là, la température selon la théorie des collisions toujours. Donc, lorsque vous faites une analyse en laboratoire en lien avec ce facteur-là, il faut amener la théorie des collisions. Parce qu'en fait, l'élévation de température va amener une augmentation dans l'agitation des molécules. Donc, encore là, il va y avoir plus de possibilités de collision. Parmi ces collisions-là, il va en avoir plus qui vont être efficaces et par le fait même, la vitesse va augmenter. Donc, c'est très important d'expliquer, d'analyser ces facteurs-là selon la théorie des collisions. C'est pour ça que nous l'avons revu. Alors, la température, nous allons faire une analogie avec ce que nous avons déjà vu lorsque nous avons abordé l'énergie en chimie. Alors, on va ramener les diagrammes énergétiques des réactions endo- ou exothermiques. On se souvient de ça. Alors, un petit rappel du diagramme énergétique. Je vous ai mis un diagramme qui est général. En fait, c'est une réaction qui est endothermique, si vous voulez l'écrire, mais j'aurais pu utiliser une réaction exothermique sans problème. Alors, on se rappelle que les réactifs, on les plaçait ici, collés à notre axe des Y. L'axe des Y, c'était l'enthalpie, qu'on notait par le H, qui pouvait être, dépendamment des diagrammes, en joules, en kilojoules. Et nous avions la progression de la réaction. En fait, c'était dans le temps. Ça peut être en minutes, en heures, en secondes, en jours. Nous avions le complexe activé au sommet de la courbe. On pouvait avoir plusieurs complexes activés, par exemple, dans un mécanisme de réaction, comme on a vu tantôt. L'énergie d'activation de la réaction directe, on le notait ED. Et si on fait la réaction dans l'autre sens, on partait du plateau des produits pour noter l'énergie d'activation de la réaction inverse. Alors ici, lorsqu'on va augmenter, je vais vous l'illustrer, qu'est-ce qui va se produire lorsque nous allons augmenter la température? Donc, supposons que j'ai un système, donc j'ai T1, mais je vais, donc un système, un peu comme en laboratoire, lorsque on a travaillé avec le même système, mais nous avons augmenté la température. Donc, je vais vous faire une analogie ici. Donc, supposons que nous avons ici comme réactif des petites particules. Ça peut être des gens, vous pouvez vous faire une image, ça peut être des gens qui sont
à vélo. Donc, les petites personnes qui sont à vélo, ces personnes-là ont à franchir un grand obstacle qui est la hauteur de cette montagne. Alors, peut-être que les particules qui vont pouvoir franchir et se transformer, donc arriver au complexe activé et se transformer en produit, peut-être que ce sera ce nombre. Alors, supposons que ce nombre ont effectué, donc ces particules-là avaient une certaine quantité d'énergie, qu'on va appeler, bon, donc ils étaient à une certaine température, qu'on va appeler T1. C'est une analogie que je fais. Par la suite, on arrive, nous, avec du spaghetti, on arrive avec de la bouffe et on donne à manger. Donc, ça augmente l'énergie. Donc, on va dire que c'est la température. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, ce que nous allons retrouver, en fait, je vais ajouter peut-être ces 4 autres personnes-là qui vont être capables maintenant, parce qu'elles ont de l'énergie pour se transformer en complexe activé et ensuite en produit. Donc, ces personnes-là vont se retrouver de façon plus énergétique et vont être en mesure, avec les personnes qui étaient moyennement énergétiques, mais qui avaient assez d'énergie pour se rendre au complexe activé. Donc, ces personnes-là avaient assez d'énergie, donc ils respectaient au moins le seuil minimal d'énergie que ça prenait pour former le complexe activé et les produits. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Si on fait l'analogie avec la température, donc ici, c'est l'augmentation des particules. Donc, j'ai juste plus de particules qui sont capables d'aller du côté des produits. Je n'ai rien changé à la courbe du diagramme. Donc, la température ne change pas. Donc, température ne change pas ce diagramme-là. Très important de retenir ça parce que vous allez voir dans quelques minutes avec le catalyseur, ça va changer le diagramme. Alors, ce que ça fait tout simplement, donc si on fait une analyse de ce facteur-là, la température dans un laboratoire, on dit tout simplement que l'augmentation de la température, ça augmente l'agitation des particules. Donc, les particules ont plus d'énergie. Elles ont plus d'agitation. Par le fait même, plus de collisions efficaces, et ce sont les collisions efficaces qui permettent aux particules de se transformer en complexe activé et par la suite en produit. Donc, c'est très, très important. Ce qui va être mêlant, c'est que nous allons voir 2 types de graphiques. Alors, nous avons vu le diagramme énergétique que nous connaissons, mais avec ce diagramme énergétique-là, nous allons faire une distribution qu'on appelle la distribution de Maxwell. Alors, attention, ça donne un autre diagramme. Donc, on peut faire la distribution de Maxwell permettant de représenter à l'aide d'un diagramme, mais ce diagramme-là, on ne retrouvera pas l'enthalpie en fonction de la progression de la réaction dans le temps. Vous allez retrouver le nombre de particules, souvent qui est exprimé en mol, en fonction de l'enthalpie que nous avons justement dans le diagramme énergétique, qui peut être en joule ou en kilojoules, peu importe, par mol. Alors, voici un exemple de distribution. En fait, comment ça a été fait, ça? Voyez-vous ici, j'ai une température initiale qui est inférieure à une température 2, une deuxième température. Alors ici, on va compléter le diagramme, mais c'est le nombre de moles en fonction, c'est pas l'énergie, en fonction de l'enthalpie. Alors, l'enthalpie que je retrouvais dans mon diagramme énergétique est rendu ici. Donc, c'est comme si l'axe des Y que j'avais dans mon diagramme devient l'axe des X pour la distribution de Maxwell. Alors ici, de quelle façon ça a été fait? Eh bien, ça, c'est de l'énergie qui est sur cet axe-là. Et ici, nous retrouvons l'énergie d'activation de la réaction directe. Alors, je vais aller donner, revenons à notre diagramme ici que nous avions, énergétique. Je vais aller donner une valeur ici. Vous pouvez inscrire ce que vous voulez, mais je vais inscrire 400. Voyez-vous? J'ai inscrit 400 pour ma barrière énergétique. Supposons qu'on commence à 0 là, au niveau des réactifs. C'est juste pour illustrer. Alors, la répartition, j'inscrirai ici ma barrière énergétique. Donc, ce que je dois franchir pour me transformer en produit. Alors, les particules, je reviens à mon diagramme ici. Regardez ces particules-là ici. Je ne les ai jamais utilisées. Elles n'ont pas assez d'énergie pour pouvoir, elles ont peut-être assez d'énergie juste pour monter ici dans la courbe. Elles n'ont pas assez d'énergie
pour atteindre le complexe activé et se transformer en produit. Avant d'augmenter la température, c'était juste ces quatre particules-là qui pouvaient aller de l'autre côté. Lorsque j'ai augmenté la température, il y a plus de particules qui se sont ajoutées. Alors, la répartition s'est faite de la façon suivante. Il y avait un certain nombre de particules qui avaient une certaine quantité d'énergie. Ensuite, ça génère un nuage de points, mais qu'on ne montre pas. On le délimite avec une courbe simplement. Donc, il y a des paquets dans l'infiniment petit, il y a énormément de particules, il n'y en a pas juste 10, 12. Là. Donc, il y a des particules qui ont une certaine quantité, donc un certain nombre de particules, peut-être 2, qui ont cette petite énergie-là de 50 kJ. Ensuite, il y a peut-être 4 petites particules qui ont une autre énergie, et ainsi de suite. Alors, ça forme une distribution, et on relie avec une courbe. En passant, on ne vous demandera pas de faire ce type de distribution-là dans les examens, mais on va vous demander de l'interpréter. Alors ici, la première courbe en noir, c'est à température initiale, qui était une température qui était inférieure à la température T2. Alors, lorsque nous augmentons la température, la courbe est décalée, de telle sorte qu'on a une augmentation ici des particules maintenant qui ont assez d'énergie pour se transformer en produit. Parce que ça ici, en bleu ici, je vais assurer ça comme ça, juste cette petite partie-là, c'était à T1. Donc, c'était les particules qui pouvaient se transformer en produit. Pourquoi? Parce qu'elles avaient l'énergie nécessaire. Elles avaient l'énergie de la barrière, le seuil minimal qu'on a étudié dans le diagramme énergétique. Donc, la barrière énergétique, elle avait au moins cette énergie-là et plus. Alors, voici les particules qui ont au moins le 400 kJ et même plus en énergie. Elles peuvent donc se transformer en produit. Donc ici, c'est la quantité des particules qui peuvent se transformer en produit. Mais lorsqu'on va hausser la température, on ajoute ici, c'est un ajout. Voici les particules maintenant qui peuvent aller de l'autre côté, se transformer en produit. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient tout simplement que l'énergie d'activation, lorsque le facteur température est modifié, ça ne bouge pas. Par contre, la courbe va se distribuer de telle sorte qu'on va aller chercher un petit peu plus. On va augmenter l'énergie de certaines particules qui n'avaient pas assez d'énergie avant. Un peu comme l'analogie que j'ai fait ici. Je reviens à mon diagramme énergétique. J'ai augmenté la température. J'ai fait manger mon monde ici. Ils ont plus d'énergie maintenant. Mais aussi, ceux-là aussi ont mangé. Donc, ils vont peut-être avoir un peu plus d'énergie, mais pas encore assez pour se transformer en produit. Alors, c'est ce qui donne la distribution de Maxwell. J'ai donné un autre diagramme, celui que vous avez dans votre manuel. Alors, vous avez encore là le nombre de moles. C'est souvent en mol, hein, le nombre de particules. Et vous avez l'enthalpie. Alors, vous avez la courbe ici qui est montrée avec la température T1. La température T1 est inférieure à la température T2. Il y a juste une réorganisation de la courbe qui fait en sorte qu'il y a plus de particules qui ont l'énergie nécessaire. Ici, c'est l'énergie. Donc, si je ramène mon 400, par exemple, donc j'ai mis 400, mais c'est relatif. Alors, vous voyez qu'il y a des particules qui ont plus d'énergie, mais celles qui vont vraiment, donc ça ici, c'était celles au départ qui pouvaient se transformer à T1 en produit, mais T2 ajoute ça. Donc, globalement, on va avoir toutes ces particules-là qui vont pouvoir se transformer en produits. Donc, plus de particules qui ont de l'énergie, plus d'agitation, donc plus de collisions efficaces, donc une augmentation de la vitesse. Alors, ce qu'il faut retenir dans les 5 facteurs, c'est qu'il y en a 2 avec lesquels nous allons ramener le diagramme énergétique et avec lesquels nous allons parler de la distribution de Maxwell. Le dernier facteur, c'est le catalyseur. Donc, c'est celui-ci où nous allons parler du diagramme énergétique et de la distribution de Maxwell. Vous allez le retrouver, ce facteur-là, sur la dernière feuille. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. OK, donc le catalyseur est sur l'avant-dernière. Donc, le catalyseur, on a vu en laboratoire l'expérience avec le catalyseur et sans catalyseur. Donc, sans catalyseur, c'était vraiment long avant d'obtenir la réaction. Une réaction qui nous donnait une coloration. Donc,
Avec le catalyseur, ça a été rapide. Alors, nous avons, en fait, ce que ça permet de faire dans un diagramme énergétique. Vous allez voir qu'on va en parler assez rapidement. Les scientifiques ont eu de la difficulté à expliquer, ça a pris beaucoup d'années avant d'expliquer qu'est-ce qui se passait au niveau des catalyseurs. On voyait que c'était des substances qui vont pas altérer la réaction chimique, ils vont pas participer à la réaction chimique comme telle. Ils vont pas aller faire des liaisons, par exemple, avec les réactifs. Et ils vont pas non plus nous donner des produits qui contiennent le catalyseur. Alors, ça a pris plusieurs années avant de comprendre le principe. Nous le comprenons maintenant. C'est que ça abaisse la barrière d'énergie dans un diagramme énergétique. Alors, il y a deux types de catalyseurs. Vous avez les catalyseurs, ceux qui vont augmenter la vitesse de réaction. On les appelle les catalyseurs positifs. Mais lorsqu'on parle de catalyseurs tout court, c'est comme si c'était un catalyseur positif. Nous avons par la suite les catalyseurs parce qu'il y a quand même des réactions en chimie qui sont très rapides. On va utiliser des catalyseurs qui sont négatifs, qu'on appelle des inhibiteurs. Donc, ils vont inhiber la réaction, ils vont faire en sorte qu'elle soit ralentie. Donc, dans le domaine agroalimentaire, on utilise beaucoup d'inhibiteurs pour pas justement que les aliments, par exemple, se mûrissent trop rapidement ou deviennent putrifiés trop rapidement. Donc, on va utiliser des catalyseurs négatifs. Le catalyseur positif, je reviens à lui, vous avez les enzymes, par exemple, digestives qui vont vous aider à avoir une digestion qui est plus rapide. Montrons le diagramme. En passant, vous pourrez aller voir dans votre manuel. Il y a plusieurs types on en parle de certains catalyseurs, de différents types de catalyseurs. On va parler aussi des catalyseurs homogènes et hétérogènes. On n'abordera pas cette notion-là dans les examens, mais vous pouvez aller la lire dans votre manuel. Alors, voyons l'aspect plutôt diagramme énergétique. Rappelez-vous, hein, les diagrammes énergétiques, encore là, ici, j'ai pris une réaction endothermique. J'aurais pu prendre une réaction exothermique. Nous avons le delta H. Hein. Nous avons par la suite, à partir de nos réactifs, nous avons l'énergie d'activation directe. À partir des produits, ils ne l'ont pas ajouté, mais vous pouvez l'ajouter. Vous avez l'énergie de la réaction, l'énergie d'activation de la réaction inverse. Alors, en fait, il y a deux courbes. Vous voyez ici en noir, c'est celle qui est sans catalyseur. Donc, on l'a mentionné, sans catalyseur. Et par la suite, vous avez celle qui est en jaune, qui est la réaction avec catalyseur. Et on remarque que la courbe a diminué. Par le fait même, regardez, je vais placer ça en jaune. Ben, j'ai pas de jaune. Oui, j'ai du jaune. Et voilà. Voici l'énergie, maintenant, d'activation de la réaction directe, mais avec le catalyseur. Et voici l'énergie d'activation de la réaction inverse. Voyez-vous, les barrières énergétiques se sont abaissées. Bien entendu, si j'avais eu un catalyseur négatif, on aurait eu l'inverse. Donc, la courbe aurait haussé. Par le fait même, la barrière d'énergie aurait augmenté. Alors, vous avez cet effet-là lorsqu'on ajoute un catalyseur. Je vais vous faire une petite analogie. Supposons que ce sont des petits personnages que nous retrouvons du côté des réactifs. Donc, supposons que nous en avons 10, 12, peu importe, là. On va en mettre 12. Alors, sans catalyseur, supposons que ce sont des cyclistes. Sans catalyseur, il va peut-être en avoir 6. Oups. 6 qui vont pouvoir, donc 6 sur les 12, qui vont pouvoir monter cet obstacle et se rendre du côté des produits. Imaginons maintenant, donc les autres ne sont pas capables, sont pas en mesure, ils pédalent la moitié de la côte, puis ils descendent, ils ne sont pas capables. Alors imaginons qu'arrive un gros bulldozer et qui va aplanir la montagne. Alors à ce moment-là, il va peut-être avoir des personnes qui vont être en mesure, donc un ajout de ces personnes-là au premier groupe, qui vont pouvoir se transformer en produits. Alors, c'est ça l'effet sur une réaction qui est catalytique, c'est que nous avons la baisse de l'énergie d'activation. Ici, on a mis des valeurs. Regardez, l'énergie d'activation, elle était de
55. Il fallait avoir au moins 55 kJ pour être capable, en énergie, pour être capable d'aller du côté des produits. Mais le fait d'avoir ajouté un catalyseur, ça baisse cette énergie-là, cette barrière-là, pardon, à 40 kJ par mol. Donc, par le fait même, il y a plus d'individus qui vont être capables d'aller de l'autre côté. Au niveau particules, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on parle de particules, dans l'infiniment petit, nous aurons à ce moment-là plus de particules qui vont pouvoir participer à cette réaction-là. Alors, nous allons aller voir, donc je vous ai dit tantôt, je le répète, nous avons 5 facteurs qui influencent la vitesse de réaction. Parmi ces 5-là, il y en a 2 que nous voyons avec le diagramme énergétique et la distribution de Maxwell. Ces 2 facteurs-là sont la température et nous avons le catalyseur. Pour un diagramme énergétique, le catalyseur, rappelez-vous, la température ne changeait pas le diagramme énergétique, l'allure de la courbe, etc. Donc, pour le catalyseur, lui, il change. Donc, il va changer le diagramme, la courbe, mais pas la température. Par contre, rappelez-vous avec la température. Avec la température, nous avions l'énergie d'activation qui ne changeait pas de place dans la distribution de Maxwell. Par contre, avec la distribution de Maxwell, pour le catalyseur, vous allez voir que l'énergie d'activation, c'est ce qui bouge. Alors, la courbe n'est pas déformée pour le catalyseur. Par contre, c'est la barrière énergétique qui est déplacée. Alors, nous avons notre nombre de moles. En même chose, au début, j'avais, admettons, 4 personnes, 6 personnes qui avaient suffisamment d'énergie pour aller de l'autre côté, pour aller de l'autre, pas cette représentation-là, mais pour aller de l'autre côté et se transformer en produit. Alors, ça donne une répartition. Si je prends chacune des particules qui ont de l'énergie pour se transformer en produit, on la délimite, cette répartition-là, par une courbe. Et je répète qu'on ne vous demandera pas de faire la distribution de Maxwell dans un examen. Alors, on retrouvait quoi? Avec catalyseur et sans catalyseur. Donc, sans catalyseur, on retrouvait une énergie d'activation qui était, si vous retournez dans votre diagramme énergétique, sans catalyseur, qui était de 55, avec catalyseur qui était de 40. Alors, nous allons reporter notre 55 ici et notre 40 ici. C'est l'énergie ici, c'est l'enthalpie en kilojoules par mol. Je le répète, c'est comme si notre axe dans notre diagramme, notre axe des Y devenait l'axe des X ici pour la distribution de Maxwell. Alors, ici, c'était sans catalyseur. Nous avions les particules qui pouvaient se transformer en produits sans catalyseur. Ils avaient l'énergie d'activation, ça c'est l'énergie d'activation, de 55. Donc, il y avait très peu de gens qui avaient cette énergie-là et plus. Donc, très peu de réactifs qui pouvaient se transformer en produits. Par contre, le fait d'avoir un bulldozer qui vient abaisser cette courbe-là, ça diminue l'énergie, la barrière. On a besoin juste de 40 kJ pour passer de l'autre côté. Alors, ça ajoute toute cette gang-là ici à ceux qui pouvaient y aller. Donc, ça, c'est avec catalyseur. C'est l'ajout. Donc, c'est avec catalyseur. Donc, c'est l'ajout des particules qui peuvent maintenant se transformer en produits. Et globalement, c'est toute cette gang-là maintenant, parce que logiquement, ceux qui avaient déjà l'énergie sans catalyseur, ils l'ont aussi là avec catalyseur. Alors, je vous montre un dernier graphique ici. C'est celui en fait du manuel qui représente encore là la situation. Vous avez votre nombre de moles, nombre de particules, vous avez l'enthalpie et vous avez ici la réaction avec sans catalyseur. Donc, on aurait une barrière. Ici, on aurait une valeur qui serait écrite. Supposons notre 55. Et ici, une valeur qui était notre 40. Et vous avez ici maintenant, vous avez le surplus qu'on ajoute. Et globalement, toute cette gang-là va pouvoir se transformer en produit. Alors, le catalyseur du point de vue d'une analyse, c'est qu'on l'explique en disant qu'il abaisse la barrière énergétique dans un diagramme énergétique et donc il permet à plus de particules de se transformer en produits. Donc, plus à ce moment-là de collision efficace et une vitesse de réaction qui va augmenter. Ça termine le chapitre portant sur la vitesse de réaction en chimie. Ce document est sur le site Internet. Il est en format PDF.
Aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Facebook Patiosciences. Alors, bonne étude.